le fait d'enregistrer. Hop, c'est fait. Je regarde si j'ai pas des messages. Non. Ok, ben, je vous propose de commencer. Est-ce que c'est ok pour vous? Oui. Voilà. Hop. Donc, je décale un petit peu. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Ben, bienvenue à ce webinaire. Je suis très contente de vous voir. Je vais commencer par me présenter. Donc, même si la plupart d'entre vous me connaissent, mais peut-être pas sous toutes les casquettes. Donc, je suis coach individuel, coach d'équipe et formatrice, et j'accompagne les cadres dirigeants et les managers, parfois leurs équipes aussi, dans leurs problématiques liées à l'intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est pas que la gestion des émotions, comme on peut croire, c'est aussi la gestion du stress, du relationnel, de la communication. C'est savoir prendre les décisions, c'est savoir se percevoir soi, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont liées à l'intelligence émotionnelle. J'ai travaillé pendant 15 ans dans un grand groupe financier, le plus souvent dans des fonctions liées à la com et à la gestion de projets transverses. Et ensuite, donc, je me suis reconvertie pour devenir coach et je me suis formée surtout à la PNL, programmation neuro-linguistique, ce qui rejoint encore une fois cette appétence pour la com. Donc voilà, c'est mon idée aujourd'hui, c'était de vous proposer ce webinaire parce que j'accompagne pas mal de managers, de cas dirigeants qui du coup se retrouvent dans un problème de mécommunication, c'est-à-dire d'absence de communication, ce qui nuit forcément aux relations derrière. Il y a plein d'autres choses dans l'entreprise. Je regarde au cas où j'ai d'autres personnes qui veulent être admises, mais non, je n'en vois pas pour l'instant. Euh, donc, le programme pour aujourd'hui, c'est de vous proposer bah, déjà de vous expliquer quels sont euh, les blocages en fait que j'ai identifiés à ce que la communication se fasse bien, en tout cas que les managers puissent s'exprimer, puisque c'est ça le sujet. Vous allez apprendre quels sont les prérequis à la communication saine en entreprise. Vous allez apprendre quelques clés pour mettre toutes les chances de votre côté, en fait, pour faire passer vos messages. Et ensuite, on va explorer ensemble, j'espère, quelques croyances liées à différents contextes. Peut-être que ça va vous parler par rapport à votre quotidien professionnel. Euh, donc, en fonction des contextes, on verra les croyances qui sont liées. On va pouvoir un petit peu les découdre, prendre de la hauteur. Et puis, à la fin, on fera une séquence de Q&A pour que vous puissiez aussi vous exprimer. Donc, ce webinaire va durer 1 heure. Normalement, à 13 heures, je vous libère. Donc, si c'est OK pour vous, je vais démarrer les slides suivants et je vous propose donc d'éteindre les micros, mais je vois que c'est déjà fait. Vraiment, si besoin, s'il y a une prise de conscience, une idée qui vous vient, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Je vais regarder une fois de temps en temps entre les slides. OK? Donc, vraiment, sentez-vous libre pour le coup de vous exprimer ici. Allez, c'est parti. Alors moi, je suis partie d'un constat assez simple, c'est que il y a beaucoup de managers qui ont du mal à doser leur communication avec les équipes, mais aussi avec leurs collègues, avec les supérieurs hiérarchiques. Il y a souvent cette frontière entre la personne et son statut professionnel qui est assez délicate. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est facile de se cacher derrière les écrans, d'envoyer des écrits, même d'utiliser l'intelligence artificielle. On a aussi le télétravail. Donc tout ça fait que c'est un terrain assez propice, je trouve, à ce que bah, on se parle de moins en moins et que du coup, il y ait des tensions, des malentendus, des choses qui nous échappent, qui sont beaucoup dues, je pense, au fait que les gens ne se parlent plus autant qu'avant directement. Donc, et plus on s'éloigne de cette com directe en face à face, plus il est difficile d'y revenir parce qu'on prend ses habitudes, parce qu'on voit que finalement, ben, ça fonctionne aussi comme ça. Et les conséquences, elles sont pas toujours visibles directement. Donc, elles viennent après le coup, en fait, à moyen ou long terme. Donc, les blocages essentiels que j'ai remarqués, c'est que bah, les managers n'osent pas s'exprimer parce qu'il y a ce sentiment d'illégitimité qui ressort, qui va
souvent avec le syndrome de l'imposteur, mais il y a aussi d'autres croyances qui freinent. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Du coup, ils retardent l'échéance ou ils délèguent à la mauvaise personne. Mais pour ça, justement, pour la forme, on va pouvoir voir quelques méthodes. Ou bien ils trouvent ça inutile parce que eux-mêmes, peut-être on leur communique pas beaucoup non plus, donc du coup ils se mettent aussi dans cette posture de non-communicant. Souvent, ce qui arrive, c'est les personnes qui ne sont pas souvent valorisées eux-mêmes la hiérarchie ont du mal, par exemple, à valoriser les autres. Parce que là, on parle de dire, c'est-à-dire autant dire des choses positives que s'imposer, recadrer, etc. Donc on parle un petit peu au global pour le moment. Et donc, les raisons cachées le plus souvent qu'il y a derrière, bah, c'est cette peur d'échouer, peur de l'erreur, en fait, parce que on a envie de tout maîtriser avant de faire un discours, avant de lancer une discussion. On a envie de maîtriser son émotion du moment, de maîtriser son speech, donc sa structure, le message, mais aussi la réaction de l'autre, mais aussi les conséquences. Et en fait, à force de vouloir tout tenir, ben, ça inhibe l'expression libre, du coup, parce qu'on a du mal à se lancer finalement. Ensuite, il y a la peur de donner une mauvaise image aux autres, de soi. Euh, on a peur que l'image nous échappe, à force peut-être d'être un peu trop sincère ou pas assez stratégique. Donc voilà, on a du mal à doser tout ça. Et au fond, il y a surtout, souvent, ce que je retrouve, c'est cette peur d'être rejeté finalement. Est-ce que finalement, on va pas me rejeter si je dis les choses telles qu'elles sont? Et les conséquences, eh bien, vous les connaissez peut-être, mais à terme, on a des ruminations, des regrets, parce que on regrette le fait de ne pas s'être imposé, de ne pas avoir pris sa place. Il y a des tensions, des malentendus, des conflits qui se créent au niveau de l'équipe, parce que le fait de ne pas envoyer un message, bah, c'est aussi un message, finalement. Donc, c'est terrain propice à ce que les interprétations commencent à se créer, voilà, les gens, ils surinterprètent, ils prennent parfois des décisions à notre place parce qu'ils nous pensent consentants. Alors, quand je dis nous, c'est parce que je me mets un petit peu à votre place, hein. C'est par solidarité. Il y a de la démotivation des équipes aussi, parce que finalement, si on ne reconnaît pas ce qui existe, que ce soit positif ou négatif, ben on se dit, bon, bah, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, moi, je fais le minimum nécessaire, le strict minimum. Et puis, il y a du désengagement, de la démotivation qui peuvent aussi euh, être une conséquence de tout ça. Alors, ça, ce sont des conséquences le plus souvent à moyen ou long terme. C'est-à-dire que sur le coup, quand même, un manager qui n'a pas l'habitude de trop s'exprimer ou qui ne sait pas faire et du coup décide de pas le faire, il pense prendre une bonne décision. Moi, et surtout moi, la PNListe en moi dit que bah, quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait comme comportement, finalement, euh, il répond à un besoin et il a une fonction positive. D'accord? Donc, si on part de ce constat-là, j'aimerais vous demander à vous, quels seraient, d'après vous, les bénéfices de ne pas oser s'exprimer? Et vous écrivez dans le chat ce qui vous vient en fonction de vos contextes. Juste voilà, qu'est-ce qui vous vient comme bénéfice à ne pas parler, à ne pas s'exprimer, à ne pas s'imposer en tant que manager? Alors, peut-être qu'il n'y en a aucun, effectivement. Alors, j'ai raté 2 secondes parce que, comme je t'ai dit, malheureusement, je fais un peu deux choses à la fois. J'ai Pas de juste souci. entendu quels sont les bénéfices de ne pas, en gros, s'exprimer Voilà. en Quels tant que seraient les manager. bénéfices à ne pas le faire? Ouais, à ne pas s'exprimer en tant que manager. Alors, moi, je dirais deux choses à brûle pour point comme ça. La première, c'est que parfois, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas et que, notamment, on a un rôle de manager par rapport aux équipes, il y a des choses où parfois, il vaut mieux d'abord digérer l'information ou digérer la situation pour éviter de reporter sur les équipes quelque chose qu'on est censé, entre guillemets, absorber et filtrer, et pour pouvoir mieux éventuellement le redescendre dans un deuxième temps, mais Bien on va sûr. dire packager de sorte que on en tire la substantifique moelle et on évite éventuellement d'amener avec le négatif d'une situation ou de quelque chose qui ne nous Oui, convient pas ou qui voilà. Et la deuxième chose, c'est pareil, mais là cette fois-ci en allant vers le haut, donc par rapport à son propre manager, c'est que même chose, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours la complexité du fond et de la forme.
ou parfois il faut savoir comment amener le sujet en dissociant l'émotif, enfin ce qu'on ressent profondément, pour avoir toutes les chances de se faire entendre par rapport au message. Et donc Ouais, ça nécessite un travail que ouais, parfois, ben, on va le mettre de côté. Et ouais. puis après, entre guillemets, la tempête est passée. Et puis après, on se dit, bon, bah, c'est pas grave. Et puis voilà. Et puis on s'assied dessus et puis on passe à Ouais, autre chose. c'est un très bon point, effectivement. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est finalement la première chose, un peu comme Carole, le fait que bah, prendre du temps, du recul, en fait, pour savoir qu'est-ce qui se passe en moi, quelle est la situation, analyser un minimum, parce qu'il peut y avoir de l'émotion. Et effectivement, tu as raison, réagir trop à chaud, c'est pas bon non plus. Et d'ailleurs, il s'agit pas de réagir, il s'agit de répondre. Il y a Ouais. une nuance entre les deux. Et donc, parfois, il faut prendre le temps. Sauf que ce que tu dis, c'est que de temps en temps, bah, il arrive qu'on laisse tomber. Parce qu'on Et n'a pas le ça, temps et qu'on peut pas prendre le temps et que ben, du coup, on enchaîne avec autre chose. Et après, on se dit, bon, bah, le soufflet est retombé et on se dit, bon, ouais, c'est pas ouais, très grave. ouais. Voilà. Voilà. Et ça, après le coup, enfin après le temps, est-ce que tu le regrettes ça, de ne pas l'avoir dit quand même? Alors, dans ma vie, je regrette jamais rien. En tout cas, j'essaye. Donc, c'est plus de me dire, ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. C'est pas tant un regret, c'est j'en tire l'enseignement de me dire que peut-être D'accord. la prochaine fois, il faudra que je sache le faire, ce qui veut pas dire que j'y arrive. Mhm. Mais en tout cas, j'en tire l'enseignement. J'aurais peut-être dû exprimer les choses. Après, je regrette jamais de pas Oui, réagir à chaud parce que oui, du coup, tu perds le fond et les gens s'arrêtent à la forme. Et bien du coup, sûr. tu perds l'essence du message. Et moi, tu vois, pour être quelqu'un qui justement est tendance notamment beaucoup défendre mes équipes et monter au front auprès de ma direction, et ben à la finale, en fait, ça se retourne contre moi parce que je passe pour celle qui passe son temps à se plaindre, ce qui fait que ben finalement, je suis moins entendue que si Oui, j'avais structuré, gardé, organisé et du coup que je m'étais voilà, j'avais mieux, on va dire, structuré ma pensée pour pouvoir revenir ouais, je comprends. calmement et présenter des arguments avec Ouais, d'abord du positif avant d'amener le négatif. parfait. Oui, oui, tout à fait. Je suis complètement alignée avec toi. Puis ça dépend aussi de ta fonction, de la taille de l'équipe. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte, hein, du contexte, de l'enjeu, etc. Et là, je suis pas en train de vous vendre l'idée de juste parler pour parler ou oser dire sans réfléchir, bien entendu. Et on voit bien que ça a des bénéfices, le fait de se mettre un petit peu en recul et de filtrer, comme je ne sais plus qui a dit ça, Yann, de filtrer. Effectivement, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui lui appartient, analyser la situation. Donc c'est positif finalement d'avoir cette attitude aussi. Et parfois même, je dirais que c'est positif de ne pas dire du tout. Voilà, et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il faut l'assumer et il faut en être absolument conscient en fait que son besoin ou sa décision consciente est celle de ne pas parler ou de ne pas s'exprimer. Ça peut arriver aussi. Alors, je regarde les autres réponses. Donc, ne pas s'exposer, ne pas se mettre en défaut. Bah oui, ne pas se mettre en défaut, en fait. Forcément. Et après, on verra justement les petites croyances autour de ça aussi. Il vaut mieux s'exprimer. Bon, je vois que Sandrine est à fond dans l'expression. Prendre le temps du recul. Ce n'est pas s'exprimer, c'est différer ses propos, choisir le bon moment. Oui, il y a souvent une question de timing. Je suis très sensible à ça aussi. C'est que ouais, il y a le timing qui est très important, mais on le sait pas toujours avant ça. Enfin, voilà, on a un peu du mal avec le timing. Ok, merci de vos réponses. Et donc, vous voyez, tout ça aussi, le fait qu'on y trouve du bénéfice, bah, finalement, ça fait un frein aussi au fait que on laisse tomber parfois, comme disait Vanessa. Parce que bah, le temps est passé, on est passé à autre chose. Sauf que il y a des chances pour que ça revienne et ça revienne un petit peu renforcé la prochaine fois et que cette sensation bah, de ne pas avoir pu s'exprimer nous inhibe et nous bloque. Voilà. Alors il y a des façons de faire qui nous permettent de le faire. Et ça, justement, on va voir ensemble. Euh, alors, dans la slide suivante, donc je vais vous parler des fondements d'une communication saine en entreprise. Donc, il y a quatre fondements dans la communication saine en entreprise, c'est la clarté, l'authenticité, l'écoute active et la cohérence. Donc, je vais passer assez rapidement là-dessus parce qu'après, j'aimerais plus qu'on s'intéresse à des contextes qui vous correspondent plutôt. Donc, on est d'accord qu'en tant que manager, du coup, on a adopté une communication saine
et qui inspire confiance. L'idée, c'est ça, surtout, c'est d'inspirer confiance, éviter les malentendus et favoriser un climat de travail harmonieux. Donc la clarté, c'est en fait dire ce qui doit être dit. Hein, souvent, on tourne autour du pot. On a peur de blesser, on a peur d'être mal compris. Et le résultat, c'est que le message qui est reçu peut être flou ou peut être sujet à interprétation. J'ai fait avant-hier une petite formation enfin, pour les HPI, en tout cas, les hauts potentiels, et j'ai compris que leur pensée, ils ont vraiment une pensée en arborescence qui fait que bah, eux, ils font des liens entre eux, entre les choses, d'accord? Donc, ils peuvent parler de plusieurs choses en même temps, ça part dans tous les sens. Mais du coup, ce qui est reçu en face, ça a l'air flou. Pour eux, c'est clair, c'est évident, et ils ont même un fil conducteur très, voilà, très évident, mais ce n'est pas toujours réceptionné de la même façon. Donc, vraiment penser à structurer, à rendre un message concis, sans ambiguïté, à utiliser des mots simples, précis, et d'avoir un objectif. Ça, c'est très important. C'est à chaque fois, voilà, que vous avez une conversation peut-être un peu délicate ou quoi, de se dire, bah, c'est quoi mon intention et c'est quoi mon objectif pour moi d'abord. OK? Donc, un exercice pratique peut consister justement à faire ça. Est-ce que ça, vous le voyez ça dans vos contextes? Est-ce que ça vous parle? De se dire, bah, quel est mon objectif? Quel est mon message principal dans tout ce que je veux dire? S'il y avait une chose à retenir, ce serait quoi? Ou une chose à transmettre plutôt. Ouais. Donc, préparer ça comme, tout à fait. En fait, il s'agit de se préparer, effectivement. Surtout quand on a un HPI, surtout quand on est hypersensible et qu'il y a tout qui part dans tous les sens, l'émotion, etc., etc. Donc, de remettre un peu de terre, finalement, de base, de solidité. OK. Ensuite, c'est l'écoute active. Pardon, j'ai sauté. Non, pardon. Ensuite, c'était l'authenticité. Hop, voilà. L'authenticité, c'est bah, oser exprimer son point de vue et ses émotions. Et ça, c'est pas quelque chose de facile, je vous rejoins. Enfin, je pense que vous le pensez aussi. Mais un bon communicant n'est pas celui qui fait semblant d'être à l'aise, par exemple, c'est celui qui assume son message avec sincérité. Donc, en tant que leader, bah, il est parfois utile même de montrer un peu de vulnérabilité, de dire, bah, je ne sais pas, j'ai besoin d'aide, voici ma limite. Et ça aussi, ça renforce la confiance de votre équipe. Et bah, il y en a beaucoup parmi nous qui ont des croyances, disons que c'est tout le contraire. Et en fait, c'est en pratiquant qu'on réalise que le fait d'être sincère et authentique, bah, justement, attire la confiance, enfin en tout cas, rapporte de la confiance ou renforce la confiance. Donc un exercice pratique serait de remplacer des phrases floues, du genre on verra plus tard, hein, des choses qui énervent beaucoup, en disant sincèrement, bah, je n'ai pas la réponse, je ne l'ai pas, et je reviens vers toi plus tard quand j'aurai tous les éléments. Je vous laisse digérer au fur et à mesure, et puis j'y vais un petit peu rapidement sur ça. L'écoute active, c'est comprendre avant de vouloir être compris. Parce que souvent, en tant que manager, on est en mode je dois transmettre. C'est à moi de dire, c'est à moi de donner les indications, etc. Et on oublie ce côté-là. Mais moi, j'ai compris quoi de ce qu'ils ont compris? Mais moi, je les ai écoutés. Est-ce que j'étais assez à l'écoute? Est-ce que j'ai reformulé? On part sur des évidences, bah, parce qu'on fait les choses vite, hein, et voilà, on a un agenda plus que chargé. Euh, mais c'est juste primordial, bah, à la fin d'une réunion ou d'un entretien, de reformuler, par exemple, rien que ça. Si je résume, pardon, tu dis que, même si ça me semble une évidence, rien que ça va confirmer et ancrer chez les deux ce sur quoi on s'est mis d'accord. Et puis poser des questions ouvertes. Comment perçois-tu cette décision, par exemple, au lieu de dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, de façon binaire. Une question ouverte qui vraiment invite à la réflexion et qui, du coup, incite l'autre aussi à avoir des prises de conscience peut-être et de grandir quelque part. Donc là, vous jouez un peu un rôle de manager-coach. Il y a aussi le fait d'observer le langage non verbal, parce que souvent, entre le verbal et le non-verbal, il peut y avoir des incongruences. Donc, on peut dire un truc et puis le corps, il dit toute autre chose.
Vous avez déjà remarqué ça sûrement, où voilà, on sent que c'est pas, le message n'est pas aligné avec ce que la personne voudrait vraiment dire. Donc là aussi, c'est re-questionner et se poser des questions. Ce qu'il y a, c'est que souvent, on est pressé de répondre au lieu de comprendre son interlocuteur, en fait. Au lieu de se dépêcher à donner une réponse, essayer de comprendre. Je ne sais plus qui a dit ça, mais dans la résolution d'un problème de manière systémique, il faut passer 80% à comprendre le problème et seulement 20% à trouver la solution. Vous voyez, après, ça vient tout seul quand on a compris le problème. Donc, l'exercice pratique serait de écouter, par exemple, là, c'est assez dur, j'avoue, même pour moi, en coaching, c'est un petit peu difficile lors d'une discussion, d'écouter sans interrompre et poser une question ouverte avant de répondre. Mais c'est un super exercice parce que justement, ça nous freine à juste répondre, répondre et d'aller au tac au tac. Mais on va un peu plus loin dans la réflexion ensemble. Ensuite, c'est la cohérence. Et là, je pense que vous allez tous me rejoindre, c'est que c'est beau de parler et d'écouter, mais il faut aussi que les actes aillent avec ce qu'on dit. Un leader crédible est un leader cohérent. Donc, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Donc, exemple de mauvaise pratique, ça peut être de promettre de la transparence, mais de jamais partager d'informations clés, d'encourager la prise d'initiative, mais de micromanager derrière. Vous voyez, donc ça fait un peu d'histoire de qu'on appelle des doubles contraintes. C'est fais ça, mais tout le contraire à la fois, quoi. Dire ma porte est toujours ouverte et sans jamais réellement être disponible. Donc, effectivement, si par exemple, en réfléchissant à vos comportements qui peuvent être inconscients, hein, vous vous dites, bah, il y a un décalage entre ce que je dis et ce que je fais, bah, voyez là où vous pouvez réajuster. Et l'exercice pratique, oui, c'était ça. OK. Est-ce que ça va pour le moment? Alors, je vois qu'il y a un petit peu de message. Donc ça, je l'avais vu. Difficulté, le rôle de représentation. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Yann? Ben, parfois, on doit communiquer au nom de l'entreprise et pour bien communiquer par rapport à ce qu'on vient d'échanger, il faut qu'on soit aussi aligné pour avoir l'authenticité et pour avoir la cohérence avec ce que propose l'entreprise. Mais dans un rôle de manager, on a aussi ce rôle de Ouais, représentation. complètement. Et là, tu veux dire que parfois, on peut ne pas l'être et c'est ça qui est compliqué? Oui, tout à Ouais. fait. Mm. Bah, moi, là, dernièrement, je vais coacher quelqu'un qui, en arrivant à son nouveau poste, devait aller annoncer la fermeture d'un site. Alors, c'est ballot, hein, parce que pour le coup, il avait vraiment un mal fou à le faire parce que c'est quelqu'un de très sympathique et c'est pas sa décision. Et il vient d'arriver au poste, en fait. Donc, il comprenait à peine ce qui se passait dans toute voilà, la conjoncture. Et, et ben, en fait, là où on a travaillé ça déjà sur son émotion, on a structuré son message, mais aussi de se dire, tu remplis ton rôle, finalement. Tu es dans cette entreprise. Donc, effectivement, comme tu dis, tu es le représentant de l'entreprise. Donc, c'est à toi de transmettre cette information. Donc, quelque part, tu ne fais que remplir ton rôle, tu vois. Et c'est là aussi où il faut se sortir peut-être du rôle de sauveur ou de se dire, bah, je n'y peux rien, en fait, sans aller dans le non assumé, mais de rester à sa juste place. Et parfois, c'est pas évident, effectivement. Ouais. Et puis, pareil, moi, j'étais chez BNP avant, hein, vous le savez, il y a plein de décisions qui étaient pas, qui me ressemblaient pas. Mais bon, c'est pour ça aussi que j'ai fini par partir. Mais c'est pas évident quand il faut défendre une cause et que ce n'est pas la tienne. Alors, je vais vous proposer un sondage et je vais vous demander donc quels sont les contextes, là on va aller dans du plus concret, quels sont les contextes dans lesquels vous avez aujourd'hui encore du mal à vous exprimer? Vous pouvez répondre à plusieurs en même temps.
Et j'en profite pour me resservir de l'eau. Ok. Alors, donc on a quatre réponses. Je vais les prendre déjà. C'est peut-être Vanessa qui peut pas répondre parce qu'elle est sur d'autres sujets en même temps. Hop, je mets faire en sondage. Donc, je vous partage les résultats. Donc, on a quand même une bonne partie sur exprimer une émotion ou un besoin, rappeler les règles recadrées et conversation délicate, annonce difficile. OK. Donc, a priori, donner son avis, faire part d'une décision, c'est plutôt OK. Demander de l'aide aussi, donner du feedback aussi et reconnaître le réussite. OK. Là, je vais vous partager. Alors, attendez, excusez-moi. Je vais vous partager quelques outils, enfin deux outils plus précisément, qui, euh, qui vont justement vous aider dans tous ces contextes, en fait, à pouvoir formuler bien votre message. Excusez-moi, je suis en train de recadrer en même temps mes deux écrans. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, mais est-ce qu'il y aurait d'autres contextes auxquels je n'ai pas pensé? Dans le pro, toujours. Non? Vous ne voyez pas d'autres choses? OK. Alors, je vais vous partager deux outils que vous connaissez peut-être, euh, mais du coup, voilà, je sais pas, qui sont hyper utiles, qui pour moi sont vraiment les bases d'une communication en entreprise surtout. Pardon, voilà. Donc, le premier outil, c'est la communication non violente. Ça vous parle? Oui, certains. Euh, donc, la communication non violente, ben, ça fait partie, elle est composée de quatre étapes. Elle peut s'utiliser autant dans l'éducation, dans le business, dans la vie quotidienne, partout. Et même si cela demande un petit peu de réflexion en amont et de pratique surtout, parce que ça vient avec la pratique, vous pouvez commencer par les étapes qui vous semblent les plus évidentes. Parce que parfois les gens me disent, ben, j'ai du mal à chaud de faire les quatre étapes. Alors déjà, je leur dis, ben, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaud, hein. Et deuxièmement, s'il y a des étapes sur lesquelles vous n'êtes pas très à l'aise, bah, vous pouvez le travailler en dehors parce que c'est un travail sur soi. Mais vous pouvez aussi vous limiter dans un premier temps à n'utiliser que les étapes qui vous ressemblent et dans lesquelles vous vous sentez OK pour commencer. Alors idéalement, à force, c'est de tout faire parce que voilà, ça fait un tout. Donc la première étape, c'est d'observer, comme je vous le mets là dans l'exemple. J'ai remarqué que plusieurs livrables ont été remis après le délai prévu et ces dernières semaines. Donc jusque-là, en fait, vous voyez, vous ne faites de reproches à personne. Vous observez juste et vous posez ce qui se passe. Donc on pose le cadre quelque part. La deuxième étape, c'est de partager son sentiment. Et c'est là, je pense que on n'a pas trop ce réflexe-là, hein. C'est de dire, bah, en fait, ça me fait quoi à moi? Parce que bien souvent, on va tout de suite partir euh, vers l'autre en disant, mais tu as fait ci, et qu'est-ce que tu en penses, et pourquoi, et qu'est-ce qui te prend de faire ça? Ce qui n'a pas du tout le même ton et le même message. Mais là, je vous invite vraiment à parler de vous. Qu'est-ce que cela vous fait? Ça me préoccupe, je me sens confuse, je suis inquiet, par exemple. Rien que ça, je suis inquiet. Et ça demande déjà une certaine maturité émotionnelle, j'ai envie de dire, parce que savoir déjà ce qui se passe en vous alors que vous êtes énervé, c'est pas si évident que ça. Donc effectivement, comme tu disais, Vanessa, c'est prendre un peu de recul, c'est pas plus mal dans plein de contextes, en fait. Le troisième, c'est de dire un peu plus, enfin, on descend un peu plus en profondeur, là, c'est de dire, OK, moi je me sens comme ça, mais du coup, c'est quoi mon besoin? Alors là, vous pouvez aussi parler du besoin par rapport à la situation, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une psychanalyse et de dire, par exemple, j'ai besoin que nous ayons une meilleure visibilité
sur, je ne vois pas tout dans mon slide là, mais par exemple sur la situation, sur le dossier, etc. Donc, vous avez fait les trois étapes et la dernière étape, c'est bah, un côté un peu proactif de dire, est-ce que nous pourrions, à partir de maintenant, faire autrement ou est-ce que nous pourrions nous voir, faire une réunion ou trouver une solution ensemble ou carrément proposer une solution qui vous appartient, voilà, qui vous convient. Et ensuite, je vous propose la méthode DESC. Celle-ci, elle va un peu plus loin, je trouve, que la CNV, parce qu'elle est vraiment bien pour, par exemple, désamorcer un conflit. Alors, ici, il s'agit de décrire, pareil, comme dans la CNV, donc vous voyez les choses en commun. Vous décrivez la situation, vous exprimez vos sentiments, pareil, jusque-là, tout va de la même manière. Sauf qu'ensuite, on ne va pas exprimer son besoin, on va plutôt déjà aller dans la solution ici. Donc, la partie exprimer son besoin est un petit peu sautée. Vous allez vers la solution et du coup, derrière, vous faites une conclusion, voire même vous donnez les conséquences positives pour les deux. Par exemple, euh, donc, soit quelle solution proposes-tu, soit voilà la solution que je te propose, et ceci sera bénéfique pour nous parce que si, parce que ça. Ce sera bénéfique autant pour toi que pour moi. Vous voyez, ça fait vraiment une conclusion finale. Du coup, vous vendez vraiment une solution ou une façon de faire en exposant ce message-là. Moi, j'aime bien les deux. Je trouve que les deux sont très utiles. Le desk, un peu plus pour les conflits, parce que du coup, bah, on ne va pas décrypter tant que ça son sentiment, son émotion. On ira plus vite vers la solution. Et la CNV, c'est bien pour laisser une ouverture, en fait. Donc, c'est génial, rien que pour vos relations, quelles qu'elles soient, en fait. Euh, proposer une ouverture à l'autre, en fait, c'est ça. C'est, voilà, je prends le courage de te dire ce que je ressens. Je me mouille un peu, comme dirait Yann. Voilà, mais du coup, est-ce que tu es OK? Vous voyez, ça donne une proposition. Et dans les deux, ce qu'elles ont en commun, c'est ces trois choses essentielles. C'est que, un, on observe sans juger, prendre l'initiative de constater factuellement sans sauter aux reproches, même pas à la solution, pas tout de suite. Deux, s'exprimer en jeu. Jamais je dis tu, vous savez, le fameux tu qui tue. Mais je parle de moi. Ce que tu fais me fait ça, c'est bien différent que de dire tu me fais ça. Rien que pour l'histoire de blesser, hein, comme on a dit tout à l'heure, c'est au lieu de dire tu me blesses ou tu m'as fait ça, tu m'as mis en galère, je sais pas, plutôt dire bah, face à ce que tu es en train de faire, voilà ce que je ressens et voilà comment je me retrouve. OK? C'est un peu différent. Vous allez me dire, en fonction des contextes, on peut le prendre de la même manière, je suis d'accord avec vous, mais quand même, vous restez propre dans votre langage. C'est ça l'idée. Et troisième chose qui est en commun, c'est que vous êtes en fait dans la proaction. Vous n'êtes plus en train de subir la situation. Vous êtes en mode, bah, je propose une alternative. Euh, voilà, ce qui peut être très, très différent d'une attitude où on est un peu en mode victime, je subis et puis voilà, et puis il se passe rien. Puis la prochaine fois, je subis doublement et triplement. Est-ce que ça vous parle tout ça? Pour moi, Victoria, c'est Carole. La CNV, c'est plus tourné vers soi. Euh, En fait, c'est mieux se connaître et mieux comprendre ses émotions. Et la méthode DESC, c'est plus tourné vers l'extérieur. Ouais, très bon point, ouais, je suis d'accord avec toi. Mm. Oui, parce que dans la desk, dans le desk, on saute justement ce fameux quel est mon besoin? Mm. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que la CNV, pour ça, je trouve enfin, elle porte mal son nom parce qu'on appelle ça communication non violente. Donc, on s'imagine toujours que c'est vers l'extérieur. Mais finalement, quand on s'intéresse de près au sujet, on se rend compte qu'en fait, c'est plus de la connaissance de soi, plus que de Ouais, la... ouais, qui amène à la fin, évidemment, mieux on ouais, se connaît soi-même, mieux on communique avec l'extérieur, mais le gros du travail, enfin, la grosse marche de départ, ouais. c'est mieux se connaître, quoi. Oui, et en même temps, c'est vrai que ça remplit ces deux fonctions-là, mieux se connaître et mieux être avec l'autre. Mais en même temps, quand tu prends l'habitude
de parler en CNV, à force de connaître tes propres besoins, tu vas aussi t'intéresser aux besoins de l'autre. Donc, un Ah oui, truc tout tout à fait. simple, au lieu de demander pourquoi tu as fait ça, moi, ce que je fais maintenant, hein, mais c'est vraiment pas naturel au début, hein. Rien qu'aux enfants, tu vois, ben, pourquoi tu fais ça? C'est de dire, mais quel est ton besoin derrière? Tu vois, et te mettre dans cette attitude de, c'est pas la réponse qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi, en fait, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui n'est pas assouvi chez la personne? Et du coup, comment je peux t'aider? Donc, on va tout de suite dans cette idée de paix plutôt que de débat ou de confrontation, ouais, effectivement. Mais tu as raison. C'est pour faire de la CNV correctement à l'extérieur, il faut déjà très bien le faire sur soi. Ouais. Merci beaucoup. Alors, du coup, on va passer à l'étape suivante. Et là, ce que je vous propose, c'est... Attends, je ne vais pas vous le mettre tout de suite, sinon vous allez sauter sur des interprétations. On ne peut pas ne pas interpréter, c'est humain. Euh, je voulais vous parler rapidement des croyances, c'est-à-dire que dans chaque contexte où vous avez un peu du mal à vous exprimer, vous avez encore des freins, il peut y avoir des croyances qui nous limitent. Alors une croyance, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec le terme, je pense que oui. C'est une règle qu'on se donne et que du coup, par moment, elle nous protège, même souvent, elle nous a protégés durant notre vie. Mais il y a des contextes dans lesquels elle nous limite, elle nous bloque, elle nous freine. Donc, on va essayer un petit peu de les assouplir, ces croyances-là, ensemble, et puis vous allez participer aussi, si vous le souhaitez, en fonction des contextes que vous m'avez donnés, sur lesquels vous avez répondu, et puis si on a le temps, on fera aussi les autres. Donc, il s'agit de prendre une croyance, c'est-à-dire une phrase qu'on peut se dire dans la tête, et de la recadrer, comme on dit en PNL, ou de la repositionner pour qu'elle perde pas son sens, mais qu'elle devienne un peu plus, ouais, plus facile à utiliser et surtout qu'elle vous donne envie d'aller vous exprimer, dire davantage. Donc moi, j'ai mis ces trois thèmes en premier parce que je me doutais que c'était un petit peu les plus difficiles. Par exemple, dans le contexte conversation délicate, annonce difficile. Ce qui revient souvent, c'est cette idée, je ne veux pas blesser l'autre. Rien que ça, qu'est-ce qu'on pourrait se dire à la place de ça? Vous voyez, c'est comme un mantra qu'on remplace un peu, qu'on assouplit pour que ça perde pas de son sens, parce qu'on est d'accord, hein, quand on a un truc difficile à annoncer, bah, ça va être sûrement difficile. On va passer un mauvais quart d'heure et on va pas faire plaisir à l'autre, on va pas se mentir. Donc on va pas non plus dire, ah, mais en fait, oui, ça va très bien se passer. Sûrement pas. Mais comment je peux faire pour ne pas me dire je vais blesser l'autre? Parce que si je me dis je vais blesser l'autre, je vais pas y aller. Je suis pas un tortionnaire, vous voyez? Qu'est-ce que je pourrais me dire qui ne change pas tout à fait le sens, mais qui soit un petit peu plus positif? Moi, par exemple, j'avais mis, alors vous avez peut-être d'autres versions, ou allez-y d'abord si vous avez vous des versions, et je vous donnerai ensuite mon idée. Ça peut être un peu en vrac, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas... Ou à l'oral, si vous voulez. Yann, je te sens motivé là. Il y a quelque chose qui émerge. Non, enfin, moi j'étais sur le point, par exemple, rappeler les règles et recadrer. C'est pas forcément quelque chose qui me paraît difficile parce que je suis plutôt attaché à la règle et donc au respect des règles. Donc Ah, mais là, tu es allé sur le deuxième déjà, c'est ça? oui, oui, mais voilà. Sur le premier, Si on part à un juste moment, de... Ouais. Il y a et de risque toute de... façon, il y aura la position. Si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Mais à un moment, faut le dire. Donc Ah, ben c'est bien ça. Ouais. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que c'est le rôle de l'autre? Après, avoir aussi en fonction du contexte. Moi, j'avais mis, donc, il risque d'être blessé, ou il ou elle risque d'être blessé, en réaction à ce que je vais annoncer. Vous voyez, c'est un peu la CNV à l'envers. C'est pas je vais le blesser,
Ça, c'est le fameux mythe de se dire qu'on a du pouvoir sur l'autre. En fait, oui, ce que les autres disent, bah, on s'inter-influence, bien entendu. Mais j'ai 50% de la relation, il a 50% de la relation. OK? Donc, ne prenez pas la responsabilité de l'autre comme si c'était un enfant. C'est un adulte. Il y a une situation, une décision qui a été prise, quelque chose doit être annoncé. Maintenant, sa façon de réagir, sa façon de répondre, ça lui appartient. Ça peut sembler un peu dur dit comme ça n'empêche qu'on peut être empathique. Mais c'est aussi quelque part faire confiance à l'autre et se dire, bah, je fais ma part des choses et on verra bien, quoi. Donc, il risque d'être blessé en réaction à ce que je vais annoncer, mais c'est mon job. Moi, j'avais mis ça. OK? Cela ne va pas lui Travail plaire. sur la forme quand même, potentiellement. Pardon? Il y a un travail sur la forme, la façon Bien dont tu vas entendu. l'annoncer. Oui, 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 oui. Non, bah, de toute façon, dans tous les contextes, il y a la forme à travailler, il y a normalement une petite analyse quand même à faire parce que rien n'est anodin en tant que manager. Enfin, je veux dire, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, on va être jugé derrière et c'est clair que tout doit être préparé. Maintenant, il y a aussi des croyances personnelles qui peuvent en plus nous bloquer. Donc là, on est plus en train de travailler ce truc-là. Cela ne va pas lui plaire. Moi, j'avais mis, je vais faire en sorte que ce message soit reçu du mieux possible. Par exemple, comme je vous disais, pour ce client-là, on a travaillé ce côté de, OK, tu sais que ça va être vraiment dramatique. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi et du coup, des familles, etc. Voilà, on peut partir dans le côté très dramatique, hein, et c'est la réalité. Mais du coup, comment, toi, tu peux rendre ce message le mieux possible, en fait? Avec quel ton? Et aussi peut-être partager sa compréhension, son empathie. Euh, parce Peut-être que se positionner en disant, moi, comment j'aimerais qu'on me le dise. exactement. Ouais. Moi, je sais que dans les choses les plus dures, quand on dit des choses difficiles, euh, ce qui est le plus apprécié quand même, c'est bah, déjà le fait d'être dit, que ce soit dit le plus tôt possible. Parce que quand c'est retardé, caché, bah, personne n'aime ça. On dit, bah, t'as mis tout ce temps pour me le dire, voilà. Le plus tôt possible. Et puis d'être dit de manière directe, spontanée, enfin sincère en tout cas. Euh, donc c'est beaucoup la forme qui compte en fait dans ce que je vois, dans des traumas parfois qu'on peut avoir, des choses qu'on nous a annoncées, c'est beaucoup la forme. On dit souvent ça, je sais pas si ça vous parle. Oui, mais la manière dont il me l'a dit, vous voyez, ou la manière dont il me l'a annoncé. Et je pense que quand on a une confiance, quand on a une relation qui s'est déjà établie, euh, on peut dire beaucoup de choses si, voilà, si le lien est là, quoi, si la confiance est là. Et du coup, quand même, soigner la forme, c'est essentiel aussi dans ce cas-là, tu as raison. Est-ce que vous avez d'autres idées ou est-ce que je passe à d'autres contextes? Ok, bon, je continue. Donc, dans rappeler les règles recadrées, euh, ce n'est pas utile, hein. Souvent, j'entends ça. Bah, c'est pas utile, hein, de rappeler ils devraient le savoir. Il y a les procédures, ils ont qu'à lire. Qu'est-ce que vous auriez comme phrase pour peut-être aussi contrer ça, mais assouplir en tout cas cette croyance-là par rapport au rôle du manager? Quelle serait la nouvelle croyance qui serait plus utile pour tout le monde? On peut rappeler déjà pourquoi elles sont là, les Ouais, elles sont règles. là, les règles, oui. Hmm. Parce que Complètement. c'est ce qui permet d'avoir un fonctionnement d'équipe, une cohésion, un respect mutuel. Ouais. Donc, donner du sens aux règles qui existent déjà. Ouais. Tout à fait. C'est vrai que à force, on l'oublie, ça. Ouais. Souvent, dans les entreprises, à force, on l'oublie. Ben, on se dit, bah, c'est écrit, ouais, quelque part, c'est affiché sur les murs. Mais du coup, comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? Et le rôle du manager, moi, je trouve que c'est aussi de faire l'arbitre
Et c'est de rappeler le cadre, en fait. De rappeler le cadre. Le cadre protège autant le manager que les équipes pour que personne ne puisse le dépasser ou le surinterpréter, effectivement. Rappeler le cadre et son sens, ça fait partie du rôle du manager. Ça, ça consolide aussi sa légitimité. Complètement. OK. Après, donc, Alors, moi, c'est des choses que j'ai entendues, mais vous en avez peut-être d'autres, n'hésitez pas à partager. Je ne suis pas là pour punir. Ben, moi, je dirais mon rôle, c'est de veiller au bon respect du fonctionnement commun et de rappeler les règles s'il le faut. Il ne s'agit pas de punir. Parce que quand on dit ça, bon, voilà, pareil, j'ai coaché quelqu'un qui est arrivé avec des phrases comme ça. Oui, mais je suis quand même pas là pour les punir. Mais c'était aussi le premier à faire des cadeaux trop généreux ou faire du favoritisme. Enfin voilà, il était un petit peu dans les extrêmes. Et c'est là où je lui dis, mais soit tu te mets un parent, vous voyez l'idée de parent, enfant, adulte, soit tu te mets un parent, soit tu te mets un enfant, en fait, avec eux. Donc, il est où le rôle du adulte? C'est pas une question de punir. On punit personne. Il y a des gens qui sont venus avec un certain contrat, un rôle, des responsabilités. Bah, l'idée, c'est de rester dans le respect de tout ça et de veiller au bon fonctionnement pour que tout le monde, pour que les gens ne se marchent pas sur les pieds et pour que tout le monde respecte les règles du fonctionnement de l'équipe. Je ne veux pas aller au conflit. Alors souvent, quand on dit ça, c'est parce qu'on a déjà un conflit à l'intérieur de fou qui n'arrête pas de... Ça bouillonne de l'intérieur, mais on se dit non, non, mais moi, je veux pas aller en conflit. Ben oui, bien sûr. Mais du coup, il est déjà en toi, alors il n'y a pas de raison pour que tu te le gardes. Mm. Ou bien, euh, tu peux aussi annoncer ça à la personne. Je ne veux pas me mettre en conflit avec toi, je ne veux pas que nos relations se dégradent. Mais j'ai ça à te dire. Vous voyez, c'est aussi quelque chose qu'on peut annoncer. Et ça fait partie de montrer un petit peu d'empathie, et peut-être même qui peut être vu avec un peu de vulnérabilité, mais c'est OK. Ou on peut dire, je vais tenter de m'exprimer sans provoquer le conflit. Justement, si on utilise ces deux méthodes-là que je vous ai montrées, bah, tout est organisé pour que le conflit soit désamorcé au max. Après, si l'autre il réagit mal en face, bah, parfois, c'est la vie. Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous viennent? Je vais aller sur le dernier et après on passera à la conclusion parce que ça passe trop vite le temps, n'empêche. Euh, Exprimer une émotion. Donc ça, vous l'avez dit aussi que c'était encore un peu difficile. Exprimer une émotion. Souvent, j'ai cette idée que c'est un signe de faiblesse. Alors, comment vous pourriez reformuler cette croyance? Un signe d'humanité. Ouais, par exemple. C'est exactement ce que j'ai mis. C'est un signe qu'on est humain, tout comme nos collaborateurs, parce que finalement, le fait qu'on leur montre ce côté humaine de notre posture de manager, c'est aussi leur donner la permission, eux, de se sentir un peu plus libres. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de sécurité psychologique. Il paraît que c'est le premier signe d'une entreprise qui fonctionne et qui prospère. Donc, il y a eu des études, je ne sais plus en quelle année, qui ont été faites sur le fait que, c'est quoi la différence entre les entreprises qui réussissent vraiment et les entreprises qui réussissent pas trop. Et la première chose, c'était le degré de sécurité psychologique, c'est-à-dire le fait d'être en mesure de dire je me suis trompée, de dire j'ai fait, je sais pas, là je me sens un peu fragile sur ce dossier-là et le dire de manière libre en fait, de pouvoir l'exprimer. Euh, Moi, je trouve que le métier de management est vraiment enfin, la posture de manager peut souvent se retrouver comme quelque chose de très solitaire. On est souvent entre les attentes, les exigences de son équipe et les exigences des supérieurs. Donc, on n'a pas grand monde à qui se confesser finalement. Et oser dire un peu plus, dire, bah voilà, là, j'ai pas fait tout à fait ce que je voulais ou j'ai pas atteint tout ce que j'ai mis comme objectif, bah, c'est aussi se rappeler qu'on n'est pas seul et on peut
on peut se faire épauler par notre équipe. Justement, on a des experts qui nous entourent, qui sont là pour nous épauler. On est une équipe finalement, même si chacun son rôle et que le rôle du manager est plutôt de piloter, mais ça ne veut pas dire être au taquet tout le temps sur tout. C'est savoir dépasser les erreurs, savoir apprendre de ses erreurs. C'est ça aussi qu'on transmet à l'équipe. Parce que quelqu'un qui est tout le temps en mode contrôle, perfectionnisme, il va envoyer le même message à ses collaborateurs. Et on sait bien que ça dure pas, ce genre de fonctionnement. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Il y a aussi Oui, l'idée que, pardon? je dis oui. Il y a aussi l'idée que je ne peux pas partager mes doutes et états d'âme avec mes équipes. C'est signe de faiblesse et de fragilité. Donc ça, bon, ça revient un peu au même. C'est qu'un manager est un être humain. Donc montrer aussi son côté vulnérable, c'est être authentique. Et c'est ça qui renforce la confiance. Mais là, par rapport à la deuxième proposition, euh, il y a des points où ça peut être litigieux, je dirais. Si à un moment le manager est en doute ou en perte de dynamisme, s'il partage ça avec son équipe, ça peut entraîner son équipe vers le bas. Alors On est peut-être d'accord. que dans un certain cas, une croyance, ça serait de vouloir protéger son équipe. Hmm. Ben, bien sûr, mais il y a ça derrière. Il y a cette envie de... Alors après, encore une fois, c'est toujours un équilibre, quoi. Et c'est une question de dosage. Bien entendu, si on vient tous les jours au travail, qu'on dit ça va pas du tout, et que ces équipes entendent ça sans arrêt, ben c'est pas... On se dit, si même notre leader, il est bas, qu'est-ce que nous, on va devenir? C'est ça. Mais non, non, moi, je parle pas de l'état d'esprit global. Enfin, faut faire gaffe quand même à ce que l'état d'esprit global soit positif et motivant. Ça, c'est clair. Maintenant, se permettre une petite faille une fois de temps en temps, c'est même libérateur, je trouve. C'est Mm, libérateur parce que bah, on n'est pas des ordinateurs, on est des humains. Donc, une équipe qui entend de la part de sa manager, bah là, c'était pas génial. Mais comment on peut faire? Et du coup, mais comment vous pouvez m'aider? mm, Euh, c'est super. Une fois de temps en temps. En tout cas, il faut pas en oui, avoir trop peur. C'est ça que je suis en train de vous, mm. euh, voilà, trouver le bon dosage, mais ne pas en être paralysé, quoi. Ok, il est presque l'heure, me dit donc. Du coup, je vais peut-être pas vous détailler les autres contextes, mais je vous enverrai si vous voulez la présentation après. Donc, en conclusion, euh, si je dois conclure un peu tout ça, l'idée, ce serait bah, de revoir ses croyances, parce que ce qu'on pense être évident pour soi ne l'est pas toujours, n'est pas toujours efficace, en tout cas, ou ça mérite parfois d'être un peu assoupli. Une croyance, c'est pas pour être enlevé, mais c'est pour être assoupli. Être clair et explicite, ça dans tous les cas de figure. S'appuyer sur le cadre. Oser être authentique et exprimer ses émotions, ses besoins. Et puis pratiquer l'écoute active pour mieux comprendre les autres. Être cohérent entre ses paroles et ses actions. Parmi tout ça, là, qu'est-ce qui vous semble bon à améliorer pour vous personnellement, en priorité? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer en priorité? Vous pouvez l'indiquer dans le chat. Revoir ses croyances, ok. 2 fois. Probablement l'expression des émotions. Ouais, entendu. C'est bien. Bon, Sandrine, tu es peut-être plus avec nous parce que je te vois pas. Elle a dû partir. Ok. Alors, je vous fais juste la dernière page. Donc là, je vous parle un peu de mon offre. Donc, ça, c'est un des sujets sur lesquels je travaille.
avec les entreprises ou les managers directement, sous différents formats. Donc, ça peut être du coaching individuel, du coaching d'équipe ou des formations qui sont faites vraiment sur mesure. Donc, vous voyez, là, on a vu un petit peu plus l'expression individuelle. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai parlé plus du verbal, mais c'est pas toujours le cas. L'expression individuelle est liée, bien sûr, à la perception de soi et des relations humaines. Tout ça, c'est la roue de l'intelligence émotionnelle, si vous la connaissiez pas. Et bah, je travaille sur toutes les sphères, en fait, gestion du stress, prise de décision. Je travaille aussi pas mal avec le non-verbal et le côté plus conscience du corps. Pour le coup, il y en a beaucoup qui me connaissent surtout sous cet angle-là. Mais pas que. Vous voyez, là, c'était plus du verbal pur. Donc vraiment, ce sont des formations et des coachings qui sont faits sur mesure en fonction aussi de vos appétences. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez du monde qui en aurait besoin ou voilà, qui pourrait bien bénéficier de mes services, n'hésitez pas à aller voir mon site aussi que je vous ai mis en haut de la page. Et bah, c'est avec grand plaisir d'échanger avec vous, soit sur LinkedIn, soit par email. Euh, Vous pouvez, voilà, vous pouvez me partager vos réflexions plus à froid. Je vous enverrai aussi les slides. Et si vous voulez bien, je veux bien qu'on fasse une petite photo galerie, même si vous êtes plus très nombreuses. Euh, Si vous pouvez allumer vos caméras pour faire une petite photo, je vais arrêter l'enregistrement.